sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 2 juillet. Voici les titres de votre édition. Nous ouvrons ce journal avec un partenariat entre la société Icebreaker, le gouvernement princier et la fondation Prince Albert II. Nous reviendrons sur le concours Élégance et Automobile à Monte-Carlo. Nous parlerons du premier festival international de création Golden Chicada. Nous irons faire un tour du côté du concours des Clés d'Or. Nous découvrirons une nouvelle exposition Rivage à la Maison de France. Nous irons à la rencontre des joueurs de l'AS Monaco Football Club qui se préparent pour cette nouvelle saison. Et enfin, notre Focus Info sera consacré à la soupe de nuit de Monaco. Nous ouvrons donc ce journal avec ce partenariat signé entre la société Icebreaker, le gouvernement princier et la fondation Prince Albert II afin de soutenir des projets cinématographiques. Les détails dans ce reportage. Installée récemment en principauté, Icebreaker est une société engagée dans de grandes causes environnementales, imaginant des concepts d'expédition mêlant artistes et scientifiques. Notre activité en fait a deux missions particulières. La première mission, c'est de lever des fonds pour développer des grands projets environnementaux, cinématographiques, des grandes expéditions, des expositions, des séries TV. Et puis notre deuxième mission, c'est de créer une communauté pour suivre nos projets. Icebreaker souhaite financer ses projets via une bourse virtuelle fondée sur le développement des technologies de blockchain. Un financement innovant qui permet de lever des fonds avec des actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies. Nous avons, il y a quelques semaines, déposé au Conseil national un projet de loi sur l'activité de blockchain et l'activité donc de ICO en anglais, Initial Coin Offering, dans l'espoir que cette initiative rencontre le plus grand succès possible et que la principauté puisse donc se doter d'un arsenal législatif innovant qui nous permet de faire face aux défis que représentent ces ICO, c'est-à-dire le financement d'activités parfois traditionnelles, mais par des moyens qui, eux, ne le sont pas. Et il faut donc un cadre législatif qui dote la principauté de suffisamment d'instruments pour faire face à ces nouveaux défis. En signant cet accord avec le gouvernement princier et avec la fondation Prince Albert II, l'objectif d'Icebreaker aujourd'hui est d'attirer des investisseurs. C'est un grand pas en avant, puisque ça fait un an qu'on travaille sur ce projet, enfin 2 ans nous, mais 1 an avec la principauté. C'est une dizaine de mois de travail avec les services du gouvernement pour suivre la réalisation de la loi et de se caler sur toutes les contraintes de cette loi. Et aujourd'hui, c'est très symbolique pour nous, puisque c'est quelque chose qu'on savait depuis l'origine, en fait, mais signé aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous, bien sûr. Et depuis de nombreuses années maintenant, le réalisateur Luc Jacquet obtient le soutien de la Fondation Prince Albert II. Le premier contact de Luc Jacquet avec le prince souverain pour lui parler de ce projet, d'avoir un mécanisme innovant qui permette de financer un certain nombre de films dans les 5 ou 10 années à venir, il date de juin 2018. Tout ça donc est allé finalement relativement vite. On s'est très rapidement réunis avec le gouvernement, avec le prince souverain, pour constater qu'il y avait au moins 2 raisons de s'intéresser au projet. La première, c'était qu'effectivement, nous avions de longue date un partenariat avec Luc Jacquet, et nous avions soutenu un certain nombre de ses œuvres. Et puis la seconde, qui est plus technique, plus financière, plus économique, c'était effectivement, en l'absence, aujourd'hui encore à Monaco, de tout mécanisme particulier relatif à ces nouvelles techniques de financement que sont les blockchains, les ICO, mais de trouver une bonne opportunité pour faire un test à grandeur nature. Luc Jacquet a, avec La Marche de l'Empereur, connu un succès planétaire et a reçu l'Oscar du meilleur film documentaire. Il porte aujourd'hui l'ambition de réaliser de nouveaux grands projets cinématographiques. Retour à présent sur le concours Élégance et Automobile à Monte-Carlo qui avait lieu ce week-end. Des voitures d'exception, d'avant-guerre, d'après-guerre et d'aujourd'hui s'étaient réunies. Voyez ce reportage.
Dans un esprit d'époque, les autos les plus prestigieuses au monde se sont retrouvées en principauté. Une cinquantaine de voitures exceptionnelles a pu ainsi séduire bon nombre de collectionneurs ce week-end. Une balade était d'abord programmée dans l'arrière-pays, avec une halte déjeuner dans le plus grand respect des traditions. L'événement a pris une autre dimension sur la place du Casino, avec l'exposition statique puis dynamique des véhicules devant un jury de personnalités. Il y a 9 catégories que le jury décidera, que le jury a choisi. Et nous avons la chance, l'Automobile Club a fait une sélection de voitures incroyable, objectivement. Ce n'est pas un argument. Il y a des voitures qu'on n'a jamais vues, en tout cas que j'avais jamais vues, et je peux vous dire des voitures, j'en vois souvent. Mais là, c'est extraordinaire. Il y a une sélection de voitures. Comme par exemple la Ferrari Mythos, la voiture du mariage princier, du prince René de la princesse Grace, la Lancia Stratos 01, il y a une Pegaso, il y a une Jaguar des records de Jabek. Enfin, c'est des voitures qu'on ne voit pas, quoi. Ça, c'est fantastique. Moi, je suis comme un gosse. Alice au Pays des Merveilles. 6e dans la série des Spider d'Accorsa, cette Ferrari 166 MM de 1949 a été rebaptisée Barchetta en raison de ses lignes fines, légères, dignes d'un canot. Sa production a été limitée à 32 exemplaires au monde. C'est une 166 Touring Barchetta et donc c'est une des toutes premières Ferrari fabriquées. C'est de là que Ferrari a commencé. C'est le premier modèle produit par Enzo Ferrari. C'est un 12 cylindres, c'est un 12 cylindres, c'est un 2 litres, donc un petit 12 cylindres, mais qui prend beaucoup de tours de minute. Et en fait, c'est une voiture très très légère, ouverte, décapotée, il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de capote, donc assez plaisante à conduire. C'est une voiture intéressante parce qu'elle a fait des concours à l'époque, et une chose très intéressante, c'est qu'elle a fait la 1000 milles. Donc c'est une course mythique, et c'est la voiture, une des voitures qui a participé à la 1000 milles en 1949. En guise de bouquet final, la cérémonie de remise de prix était organisée ce dimanche sur la place du Palais Princier. Deux grands groupes immobiliers chinois étaient en principauté à l'occasion du premier festival international de création Golden Chicada, une manifestation qui a récompensé la créativité publicitaire immobilière chinoise ainsi que le design architectural. Monaco Info y était. Beaucoup d'événements ont fait suite effectivement à la visite du président chinois en principauté de Monaco, ce qui est une très bonne chose. Cela montre que les relations entre nos deux pays sont extrêmement positives et se déroulent sous les meilleurs auspices. Donc j'en suis ravie une fois de plus. Mais oui, cette visite a eu une réelle importance, non seulement pour conforter et confirmer les bonnes relations que nous avons entre la Chine et la principauté de Monaco, mais aussi parce qu'on a vraiment ce sentiment que ça a donné une impulsion, non seulement sur les événements, mais aussi sur la visite de touristes chinois qui viennent en nombre en ce moment en principauté de Monaco. Le souverain, donc Prince Albert II, a eu l'occasion de se rendre à plusieurs reprises en Chine. Il aime beaucoup la Chine. Et il a eu l'occasion de rencontrer également le président Xi Jinping à plusieurs reprises. Je crois que tous les deux entretiennent, au-delà de la relation qu'ils peuvent avoir en tant que chef d'État, ils entretiennent une réelle relation amicale, sincère. Et surtout, ils partagent un certain nombre de positions, notamment sur la protection de l'environnement. Officiellement, ça y est, la fondation du Prince Albert II a son bureau installé en Chine, à Pékin. Donc la Fondation travaillait déjà depuis, je crois, 2012 sur certains projets avec différentes entités chinoises. Elle va maintenant pouvoir avoir une action un peu plus intense sur ce grand pays et surtout collaborer plus activement avec les autorités chinoises sur tous ces thèmes de protection de l'environnement qui sont très chers évidemment à nos deux chefs d'État, encore une fois, et surtout à la Chine, puisqu'on connaît tous les problèmes environnementaux sur la Chine, et je pense que si on peut apporter, nous, en tant que principauté, notre expertise dans ce domaine, bien on le fera très volontiers. Musique à présent avec de jeunes pianistes et guitaristes en herbe. Ils viennent de participer à un concours international au Club des résidents étrangers. Un reportage de Fabien Bognard.
Du plus petit au plus grand, du débutant aux musiciens plus aguerris, ils étaient nombreux à venir participer au concours international de musique organisé par les Clés d'Or. Ces enfants se sont produits individuellement devant un public et un jury au Club des résidents étrangers de Monaco, un concours avec un objectif bien défini. C'est de mettre en lumière des enfants, des adolescents, des jeunes gens, musiciens, doués, d'autres encore un petit peu plus, de manière à les encourager, pour les meilleurs en tout cas, à se lancer dans la carrière. Mais ce n'est pas uniquement le but du concours, parce qu'on veut véritablement encourager tout le monde, toutes les bonnes volontés. Il y a toutes les catégories d'âge. On peut commencer lorsqu'on a 4 ans, 5 ans, et même si on a 3 mois de pratique, on peut se présenter au concours. Mais ça peut aller jusqu'à la catégorie dite excellente, c'est-à-dire la catégorie reine du concours. Et là, véritablement, ce sont des futurs professionnels qui se présentent dans cette catégorie. Après les auditions, place aux résultats. Ce n'est pas l'école des fans, il y a un classement et des vainqueurs en fonction des différentes catégories. Ce concours existe depuis 28 ans et est organisé dans plus d'une dizaine de pays. Plus de 1500 candidats sont auditionnés chaque année. À noter que les Clés d'Or envoient régulièrement les meilleurs candidats dans l'émission Prodige diffusée sur France Télévisions. Sélectionnée par sa commission culturelle, la Maison de France accueille une nouvelle exposition intitulée « Rivage » de l'artiste Laurent Papillon jusqu'au 11 juillet prochain. Le récit de Benjamin Belay. Sensible au sort tragique des migrants sur les côtes de la Méditerranée, Laurent Papillon présente son exposition « Rivage », un ensemble audacieux de 6 œuvres qui allie l'histoire et l'art de façon poétique et non politique. À travers des vidéos, messages audio et sculptures, l'artiste entraîne le public dans sa réflexion. Ce que j'aimerais, c'est que le visiteur parcourt cette espèce de spirale ascendante en voyant des objets qui peuvent paraître peut-être incongrus, étonnants, et qui ensuite, je pense, petit à petit, imprégnés des témoignages humains, puisque le propos c'est ça, en fait redescendent avec un autre regard, en fait, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui se passe sur nos rivages justement et qu'est-ce qui se passe d'humain, quoi. Habitué des galeries monégasques, celui qui se définit comme un créateur met en avant certains destins tout en dénonçant l'hyper-information. Il inscrit directement son exposition dans l'architecture et le thème de la Maison de France. Parce qu'il y a beaucoup de récits dans mon travail, en particulier ici à la Maison de France. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de textes. Et en fait, j'explore pas vraiment ce qu'est l'art contemporain, mais j'essaie plus d'être au service de certaines histoires humaines, certains destins qui sont particulièrement marquants. Et ça trouve vraiment une résonance ici, dans la Maison de France. Il a un thème qui nous a évidemment touchés, à savoir l'humain et son environnement. Un autre thème qui est l'histoire. Or, la Maison de France est un lieu de mémoire, un lieu de commémoration, un lieu donc d'histoire. Et donc, il avait effectivement toute sa place à la Maison de France pour une exposition telle que celle qu'il nous présente. Membre du Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO, Laurent Papillon, grâce à son exposition, symbolise et transmet l'histoire pour les amateurs d'art et les plus jeunes. Ouvrons une page sport. À présent, les joueurs de l'AS Monaco ont repris le chemin du centre d'entraînement de La Turbie et Monaco Info y était. C'est sous un soleil radieux que les joueurs de l'AS Monaco ont effectué leur premier entraînement de la saison. Une reprise en douceur afin d'effacer les derniers douloureux souvenirs de la saison passée. Tout le monde a récupéré bien. Le cauchemar de l'année dernière, le club travaille beaucoup. Principalement la direction, pour cette année, le club faire beaucoup meilleur. Ce premier entraînement était l'occasion de revoir des têtes bien connues du côté de la Turbie comme Ronny Lopez, Subasic ou encore Fabregas. Avec plus de 65 joueurs sous contrat, l'ASM dispose d'un effectif important qu'il faut réduire tout en restant compétitif. Je souhaite des renforts pour faire une équipe compétitive. Tout le monde sait bien ce qui s'est passé l'année dernière. Bien sûr que nous avons aussi des joueurs que l'année dernière a joué et qui sont capables de faire les choses bien, qui ont aussi déjà resté les autres années. Mais bien sûr que nous avons besoin aussi d'un effectif plus équilibré, avec plus de compétition, avec plus d'envie pour objectifs plus ambitieux.
L'AS Monaco s'apprête donc à jouer un rôle important dans cette période des transferts avec de nombreux départs et arrivées. La première d'entre elles étant l'officialisation du transfert définitif de l'ailier portugais Gelson Martins. A noter que le premier match de la saison aura lieu le samedi 10 août face à l'Olympique lyonnais. Foot toujours, vous avez pu suivre certainement sur Monaco Info la visite d'Olivier Giroud au centre cardio-thoracique en tant qu'ambassadeur de cœur au Monaco Collectif Humanitaire. Alors que les États-Unis affrontent l'Angleterre ce soir en demi-finale, écoutons le point de vue du champion du monde 2018. Il revient notamment sur le parcours de l'équipe féminine de France. Il est au micro de Sandrine Nègre. On aurait souhaité évidemment la même issue que nous l'été dernier, mais je dirais qu'elles sont tombées contre les favorites. Pour moi, les États-Unis, c'est au-dessus, donc ouais, c'est dommage. C'était un match un peu frustrant, j'imagine, pour elles, parce qu'à partir du moment où elles gagnaient 2-0, les États-Unis sont restés prudentes et ont bien défendu. Écoutez, il va falloir continuer à apprendre, à progresser, mais en tout cas, j'ai été vraiment séduit par leur qualité de jeu pendant cette Coupe du Monde et j'espère que la prochaine, elles pourront la gagner et la ramener à la maison. Voilà. Et sachez qu'Olivier Giroud est également le parrain du tournoi mondial de foot volley à Antibes. Tous les fonds seront reversés au Monaco Collectif Humanitaire. Et sans transition, jusqu'à juin, ils ne comptent pas leur effort pour aider les plus démunis. Nous avons justement suivi les bénévoles de la soupe de nuit de Monaco à l'occasion de leur dernière sortie de la saison. Un reportage de Benjamin Belay. Il est 10h à la plage marquée de Cap d'Aille en ce jeudi matin. Dans la cuisine de la base nautique, un petit groupe s'active. Jean-Pierre, Mabel, Diana et la poignée d'autres adhérents préparent leur dernière tournée de la saison. Au programme, la confection de plus de 300 sandwichs pour les personnes en difficulté. Chacun à son poste, les bénévoles ont l'habitude, cela fait plus de 20 ans qu'ils sont guidés par un seul verbe, aider. Je trouve que c'est très important le don de soi. Le don de soi, de s'investir directement. Évidemment, c'est quelque chose d'utile, les gens ont besoin et donc on est là pour ça. Elle m'a émue et parce que je trouvais que c'était une association qui ne faisait aucun bruit et qui agissait. Ancien retraité de la police monégasque et amateur de football, Jean-Pierre est à l'origine du projet. Pendant l'hiver 1992, avec quelques amis footeux, il entreprend une tournée pour distribuer de la soupe dans les rues de Nice à destination des SDF. Et un jour, on a trouvé le pasteur Claudel. Le pasteur Claudel était très connu à Nice. Il nous a dit, qu'est-ce que vous faites ? On distribue un peu de soupe, tout ça. C'est bien, mais vous savez, il mange toute l'année, ce serait bien. Il a vu qu'on était un bon petit groupe. Vous savez, il faudrait se structurer, essayer de prendre un jour de chaque semaine, comme ça. D'accord. Alors on nous a dit, le jeudi. C'est à partir de là donc on a décidé que le jeudi allait être attribué à notre équipe de Monaco. 27 ans plus tard, l'association monégasque s'est développée. Dans son entrepôt de Beau Soleil, les cagettes de nourriture côtoient les piles de vêtements qui attendent avant d'être redistribuées. Avec le temps, la soupe du soir a étendu son offre et le profil des personnes dans le besoin a évolué. On est à pas loin de 400 personnes en point fixe. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, alors qu'au départ, quand nous avons commencé, nous avions que des SDF d'ailleurs. On en avait une soixantaine, 60-70. Nous sommes arrivés à 400. Le problème, c'est que ce ne sont pas 400 personnes dans la rue. Il y a de tout. On a les RSA, on a les AH, donc allocation pour adultes handicapés. Nous avons les petits retraités, nous avons les migrants, nous avons les jeunes qui n'ont droit à rien. Et tout ça se mélange et vient manger parce que c'est nécessaire. Une vraie famille s'est constituée parmi les 72 adhérents et 25 membres actifs. Avant chaque maraude, c'est l'occasion de se retrouver et d'échanger. La nourriture chargée dans le camion, la petite troupe prend la direction de l'accueil de jour de la ville de Nice, puis d'un parc du quartier de Libération. Là-bas, plus de 400 personnes les attendent chaque jeudi soir, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se dépêcher parce qu'après, vous allez voir comme en bas, il va y avoir une queue. Et ils vont passer, il faut se servir vite. Il ne s'agit pas de traîner parce que, voilà, on commence à arriver.
Et après, ça va être un peu de bousculade. Donc, il faut être prêt. C'est pour ça qu'on est hyper organisé et que, voilà, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, voilà, c'est prêt, ils sont là, ils arrivent. Pendant 2 heures, les personnes se succèdent, familles, retraités, hommes célibataires, les profils se suivent et chacun a sa propre histoire. Des discussions et petites relations se créent entre les personnes présentes. Ce soir, près de 250 repas ont trouvé preneur, un nombre en baisse par rapport à l'hiver. En plus de l'alimentation, les petites attentions pour chacun sont appréciées par les personnes dans le besoin. Il y a un état d'esprit, une proximité. Comme je vous ai dit juste avant, il y a des gens qui ont un très bon niveau, des gens qui sont agents immobiliers, banquiers, etc. Des gens qui sont extraordinaires et qui ont certainement une profession extraordinaire et qui arrivent en toute humilité pour être au plus proche des SDF, c'est-à-dire des plus précaires. Et cette sensibilité, cette capacité à être très proche, ça c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois, vous ne pouvez pas savoir. Tous ces gens-là, je les trouve formidables. Tous les soirs, il y a quelqu'un de différent. On ne peut qu'approuver ces gens-là. Non, ils sont tous formidables, c'est clair. C'est chaleureux, c'est sympa, on peut discuter un petit peu, c'est cool. Cool, convivial, chaleureux ou encore dynamique, les adjectifs ne manquent pas pour décrire l'action de la soupe de nuit de Monaco. Cette année encore, 1800 paniers repas, 2400 litres de soupe et 600 litres de chocolat, thé et café ont été distribués pour les plus démunis. Des nombres importants qui ne sont malheureusement pas près de diminuer. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Passons aux prévisions météo. Du soleil mercredi et jeudi avec des températures toujours aussi élevées et même si la pluie et les orages seront de la partie jeudi dans la nuit, elles ne baisseront pas pour autant. Le week-end sera quant à lui mitigé, se partageant entre éclaircies et légers passages nuageux. Lundi, le temps sera plus lourd et à noter le retour des nuages. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.